La justice, tout le monde a ce mot à la bouche. Ça nous paraît essentiel, presque intouchable. Mais et si on imaginait une seconde qu'on la retirait complètement des mains de l'État pour la confier au marché? Ouais, au libre marché. C'est une idée assez radicale qui vient d'un modèle théorique qu'on appelle libérali. Et c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, avant de plonger là-dedans, revenons à la base. C'est quoi la justice, au fond? Si on se fie à notre source, le texte de Stéphane Guéret, la réponse n'est pas si évidente. On a tous une petite idée, un sentiment de ce qui est juste ou non, mais en réalité, la définition change du tout au tout selon le système de droit qu'on regarde. En gros, le texte met en face à face deux grandes visions. D'un côté, il y a la justice de l'État, celle qu'on connaît tous, tu enfreins la loi, tu es puni. C'est simple. De l'autre, il y a une justice qui se base sur ce qu'on appelle le droit naturel. Là, l'idée, c'est que des droits fondamentaux sont inscrits en nous, comme le droit d'être propriétaire de son propre corps, par exemple. Et le but de la justice, dans ce cas, c'est pas tant de punir que de restaurer ces droits quand quelqu'un les bafoue. Donc voilà le match. Punition contre réparation. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Alors, voilà le programme. On va d'abord regarder ces deux visions de la justice de plus près, ensuite on plongera dans ce fameux modèle libérali pour voir comment il est censé tenir debout avec ses trois piliers, puis on abordera la grosse question, est-ce que ça peut être équitable un marché de la justice? Et on terminera en se posant la question ultime, une justice sans État, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas? Allez, c'est parti. Première étape, ces deux visions qui s'affrontent, le conflit entre punir et réparer. Alors, notre système actuel, celui qu'on connaît, il repose sur ce que les juristes appellent le droit positif. En fait, c'est assez simple à comprendre. Il y a une autorité centrale, l'État, qui décide des règles du jeu, qui écrit les lois. Si l'on suit les règles, c'est bien, c'est légal. Si on ne les suit pas, c'est mal, c'est illégal. Et donc le rôle de la justice, c'est de sanctionner la personne qui a fait le mal, qui a enfreint la loi. Et de l'autre côté du spectre, on a la justice du droit naturel. Et là, on change complètement de logiciel. L'objectif, c'est pas de punir pour faire un exemple. Non, le but, c'est de revenir à la situation d'avant, avant qu'il y ait eu une agression. Du coup, le truc qui devient absolument central, c'est de dédommager la victime pour le tort qu'elle a subi. C'est ça la priorité. Et justement, cette vision d'une justice qui répare, c'est vraiment le moteur du modèle libérali. Tout ce système repose sur un seul et unique principe de base, le principe de non-agression. S'il y a un seul, à retenir de tout ça, c'est ça. La priorité numéro 1, absolue, l'objectif final du système, c'est que la victime soit dédommagée. Intégralement. C'est le point de départ de tout le reste. Ok, mais dans la pratique, comment ça fonctionnerait ce truc? Eh bien, le modèle tient sur trois grands piliers qui sont tous liés les uns aux autres. Le premier pilier, alors lui, il est assez surprenant. Ce sont les assureurs. Mais attention, on oublie l'image de l'assureur qui envoie juste un chèque. Non, ici, ils ont un rôle beaucoup plus actif. Ils font de la prévention, de la protection et même de la représentation légale. C'est logique en fait. Le business d'un assureur, c'est d'éviter que les problèmes arrivent. Donc, il a tout intérêt à bien protéger son client avant même qu'il y ait un pépin. Deuxième pilier, les arbitres. Là aussi, on oublie les juges nommés par l'État. Imaginez plutôt des entrepreneurs, des pros de la résolution de conflits, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Leur boulot, c'est d'aider les gens à trouver un accord, à sortir d'un litige. Et ce qui est super important, c'est que leur réputation, c'est leur gagne-pain. S'ils sont connus pour être partiaux ou inefficaces, ils n'ont plus de clients. C'est le marché qui régule. Et enfin, le troisième pilier, c'est la base de tout, le ciment du système, les contrats. Absolument tout repose sur des accords passés volontairement. C'est dans ces contrats qu'on définit les relations, qui doit quoi à qui et surtout, super important, ce qu'on fait en cas de problème, quelle procédure on suit, quel arbitre on choisit, etc. Ok, des assureurs, des arbitres privés, des contrats, tout ça, c'est bien beau. Mais ça soulève une question qui fâche, une question évidente. Et l'équité dans tout ça? Est-ce que ce ne serait pas la porte ouverte à des inégalités énormes? C'est la critique numéro 1, celle qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que, au final, ce ne sont pas toujours les riches qui gagneraient? Comment quelqu'un avec peu de moyens pourrait espérer obtenir justice face à quelqu'un de très riche, si la justice est un service qui s'achète? Alors, pour répondre à ça, le texte nous donne un scénario concret. Imaginez, une personne est agressée. C'est son assureur qui va la représenter. Les deux assureurs, celui de la victime et celui de l'agresseur, vont négocier entre eux le montant du dédommagement. Ensuite, l'assureur de l'agresseur paie la victime. Mais, et c'est là que tout se joue, cet assureur va ensuite se retourner contre son propre client, l'agresseur, pour se faire rembourser. Donc, en théorie, la richesse de l'agresseur n'entre pas en jeu dans la négociation initiale.
Et quid des arbitres? Comment être sûr qu'ils ne sont pas corrompus? La réponse du modèle tient en un seul mot: la réputation. Le texte le dit très bien. Personne n'accordera l'arbitrage d'un litige délicat à un arbitre qui n'aura pas déjà fait preuve de sa haute intégrité. Pour le dire plus simplement, un arbitre qui se fait acheter une fois, c'est un arbitre qui n'a plus de clients le lendemain. Sa carrière est terminée. Tous ces mécanismes nous amènent finalement à la question la plus profonde, la plus philosophique. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit imaginer une justice qui fonctionnerait complètement sans l'État? La conviction profonde de l'auteur est parfaitement résumée dans cette phrase choc. En fait, le sujet ne devrait pas être confié aux politiques, il est trop important. L'argument derrière est assez direct. La justice, c'est quelque chose de bien trop fondamental pour la laisser à la merci des jeux de pouvoir et des aléas de la politique. Concrètement, cette vision décentralisée, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est un monde où il n'y a plus vraiment d'espace public. Tous les espaces sont privés. Chaque propriétaire est en quelque sorte le législateur sur sa propriété. L'arbitrage, c'est un service comme un autre, avec de la concurrence. L'ordre social, dans ce cas, n'est pas dicté par un gouvernement, il émerge naturellement des milliers de négociations volontaires qui ont lieu en permanence. Mais au bout du compte, pour que ce modèle marche, ou pour qu'il échoue lamentablement, tout dépend d'un pari. Un pari sur la nature humaine. Ce système suppose que, fondamentalement, les êtres humains sont plus enclins à coopérer qu'à s'agresser. Si l'on part du principe que l'homme est un loup pour l'homme, alors c'est sûr, le système s'écroule dans le chaos. Et tout ça, ça nous laisse avec la grande question qui reste en suspens. Un marché libre peut-il, oui ou non, vraiment rendre la justice? Le modèle Liberali propose une réponse pour le moins audacieuse qui vient secouer tout ce qu'on croyait savoir. Une chose est sûre, ça donne à réfléchir.